Bonjour à tous, donc je suis Margot, désolée je suis un peu en retard, mais j'ai quelques soucis pour trouver. Donc je travaille effectivement chez Ulule, qui est une plateforme de financement participatif que vous connaissez peut-être. Est-ce que parmi vous, il y a déjà eu des contributeurs, que ce soit sur Ulule ou sur d'autres plateformes, ou même des porteurs de projets? Ouais. Ok, bon, il y en a quelques-uns, très bien. L'idée, c'est de venir vous présenter un peu ce nouveau mode de financement qui peut avoir du sens soit pendant vos études, soit post-études, pour financer des projets très divers. Donc moi, effectivement, je m'occupe de l'équipe qui accompagne les porteurs de projets. Et je m'occupe entre autres de filtrer toutes les propositions de projets qu'on reçoit, donc on en a à peu près une centaine par jour. On n'accepte pas tout, je vous expliquerai comment on fait ce filtre. Et puis quand on accepte un projet, derrière on va l'accompagner avant et pendant la campagne pour faire en sorte que le porteur de projet réussisse sa collecte. Donc j'ai essayé de faire une presse assez rapide pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle le crowdfunding et comment on réussit une campagne, parce qu'il n'y a rien de magique dans une collecte. Et puis j'ai pris quelques exemples très concrets d'étudiants en archi, en paysagisme, qui ont mené des campagnes sur la plateforme pour financer plein de choses assez variées, vous allez voir. Et puis évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, première chose, le financement participatif, donc ce qu'on appelle en anglais le crowdfunding, c'est littéralement le financement par la foule. Donc c'est l'idée de faire appel à un grand nombre de personnes pour faire financer un projet. Donc on va faire appel aux internautes pour qu'ils mettent 5, 10, 25, 50, 100 euros, voire parfois plus, et pour pouvoir récupérer de l'argent pour faire financer un projet. Dans l'absolu, c'est absolument pas une pratique nouvelle. Il y a plein d'exemples dans l'histoire de l'humanité, notamment dans l'architecture, qui ont fait appel à l'épargne populaire pour se faire financer. Il y a notamment la Sagrada Familia à Barcelone, il y a notamment la Statue de la Liberté à New York. Sauf qu'à ces époques-là, on ne parlait pas de crowdfunding, on parlait de souscription populaire, on parlait de faire tourner le chapeau, on parlait d'envoi de courrier pour aller chercher l'épargne du peuple. Mais en tout cas, l'idée de faire appel au grand public pour faire financer des projets, ça remonte à très loin. En revanche, ce qu'on appelle le financement participatif, le crowdfunding, c'est relativement récent, ça a une dizaine d'années, c'est apparu aux États-Unis avec une plateforme qui s'appelle Kickstarter, que vous connaissez peut-être, et qui derrière a inspiré plein d'autres plateformes un peu partout dans le monde. Et du coup, l'idée, c'est des sites internet sur lesquels les porteurs de projets hébergent leur collecte et vont aller chercher de l'argent en transmettant le lien de leur page projet. Et les gens vont pouvoir contribuer en ligne. Donc évidemment, ça va beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que quand on est sur des méthodes un peu anciennes d'envoi de courrier, d'organisation d'événements, etc. Donc aujourd'hui, en s'appuyant notamment sur la viralité des réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, où on partage super rapidement le lien d'une campagne, on peut comme ça aller chercher beaucoup plus simplement des fonds. Une chose importante pour bien comprendre la mécanique à l'œuvre dans le financement participatif, c'est qu'il y a toujours trois cercles. Un premier cercle avec les amis, la famille, les proches, les gens qui connaissent bien le porteur de projet. Un deuxième cercle avec les amis d'amis, donc le réseau du réseau. Et puis un troisième cercle avec le grand public, les inconnus, les internautes, les médias. Toute campagne qui veut vraiment réussir est obligé de commencer par mobiliser ses proches. C'est ces personnes-là qui vont apporter les premiers soutiens, qui vont faire grimper la jauge et qui vont crédibiliser la collecte pour que derrière, il y ait des amis d'amis, puis des inconnus qui contribuent. Une campagne qui veut aller toucher du grand public, elle ne peut pas arriver avec une jauge qui est à 3% et où il y a 5 contributeurs. Un inconnu, il ne va pas dans la campagne qui est vide, et c'est exactement la même mécanique que le resto plein et le resto vide. Intuitivement, on ne va pas dans le resto où il n'y a personne. Et si vous faites le test, si vous regardez sur les plateformes de crowdfunding et que vous regardez un peu tous les projets qui sont en cours de campagne, même un projet que vous trouvez très intéressant, si vous voyez qu'il n'y a pas grand monde, que la jauge est encore très basse, votre réflexe, a priori, ce sera de vous dire j'attends de voir comment ça évolue avant de contribuer. Donc le premier cercle, il est vraiment là pour apporter les premiers soutiens, pour faire grimper la jauge et pour derrière aller plus facilement convaincre du plus grand public. Donc ces trois cercles, ça paraît un peu bête et méchant dit comme ça, mais c'est ce qui va aussi dicter toute la stratégie de communication pour le porteur de projet. Quand on parle de crowdfunding, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a trois types de plateformes de crowdfunding qui font des métiers très différents. Il y a ce qu'on appelle le don contre don, là où est Ulule et KissKissBankBank et Kickstarter et Indiegogo. Donc, c'est des plateformes sur lesquelles on va récupérer des choses qui sont jamais financières.
Donc par exemple, je finance une bibliothèque ambulante, je vais avoir une invitation pour l'inauguration de la bibliothèque, je vais avoir mon nom gravé sur la bibliothèque, je vais avoir, je sais pas, mon nom inscrit sur la page Facebook en tant que contributeur. Donc c'est des choses qui peuvent être soit symboliques, soit matérielles. On peut très bien imaginer des petits goodies autour de l'installation qu'on finance, mais en tout cas, on n'est pas là pour prendre des parts au capital de l'entreprise, on n'est pas là pour avoir un retour sur investissement financier. À l'inverse des deux autres types de plateformes, qui sont des plateformes en prêt et des plateformes en investissement, où là pour le coup on est vraiment sur une logique financière, on place son argent dans des projets qui vont nous rapporter de l'argent sur le long terme. Donc dans les plateformes en prêt, on prête de l'argent soit à des particuliers, soit à des entreprises, et ce prêt il va être rémunéré de manière plus ou moins importante. Et quand on est sur des plateformes en equity, donc ce qu'on appelle l'equity c'est l'investissement, là, on va vraiment prendre des parts au capital des startups qu'on finance. Et donc, sur le long terme, on va avoir un retour financier plus ou moins important. Pourquoi faire une campagne de crowdfunding? Alors, il y a évidemment un enjeu financier. On n'a pas d'argent, donc on fait appel, on se tourne vers la foule pour se faire financer. Mais ça, c'est parfois c'est la première raison. Mais parfois, cette raison, elle est dépassée par des raisons un peu extra-financières qui motivent les porteurs de projets à faire appel au crowdfunding. Et il y a notamment tout l'aspect communication. Quand vous faites une campagne, ça dure 40-45 jours, vous vous êtes fixé un objectif de campagne à atteindre, et du coup, pendant les 45 jours, vous allez devoir mobiliser tout le monde, tout le temps, pour faire en sorte que votre objectif soit atteint. Donc c'est un temps de communication très fort qui va vous forcer à aller mobiliser vos réseaux, à faire en sorte que vos réseaux mobilisent à leur tour leur réseau. Vous allez peut-être chercher à contacter des médias pour qu'ils relaient le projet. Vous allez peut-être poster le lien de la collecte sur des groupes Facebook, sur des forums, sur des réseaux divers. Vous allez peut-être organiser des événements, vous allez peut-être assister à des événements, vous allez distribuer des flyers. On peut imaginer plein de choses différentes, mais en tout cas, vous allez être obligé d'aller chercher du monde pour que les gens découvrent votre projet et potentiellement contribuent. Donc ça, l'aspect communication, il est super important, surtout quand on est un jeune projet qui n'a pas forcément de visibilité et qu'on a envie justement de se frotter un peu à la foule et de se faire relayer auprès du grand public. Autre enjeu pour un porteur de projet, c'est tout l'aspect crash test. Quand vous faites une campagne de crowdfunding, si vous n'atteignez pas votre objectif au bout de la collecte, vous perdez tout. Donc tout le monde est remboursé sans frais, vous ne touchez rien. Et ça, c'est un bon moyen en fait, de très vite voir si les gens sont prêts à vous suivre et à vous donner 5, 10, 25, 50 euros. Donc c'est un peu le test de la carte bleue. Et ça va vous permettre de voir s'il y a une appétence ou non pour votre projet. Et plutôt que de vous lancer dans la production d'un produit ou dans l'installation d'un espace alors qu'en fait personne n'en veut, la campagne elle va vous permettre de le voir très rapidement. Si au bout des 45 jours, il n'y a pas eu de contribution ou très peu et que vous n'avez pas atteint votre objectif, c'est une opération blanche, ça vous a rien coûté, ça vous a pris du temps, de l'énergie, mais au moins ça vous a permis de voir qu'il n'y avait peut-être pas un intérêt dément pour votre projet. Et à l'inverse, quand la collecte marche bien, c'est un super moyen derrière d'aller convaincre davantage de financeurs potentiels pour leur dire regardez, en fait, ma collecte, j'ai collecté 10 000 euros, 20 000 euros, 40 000 euros, il y a eu 100, 200, 1000 personnes qui m'ont suivi. Et donc forcément, un banquier, par exemple, va être beaucoup plus réceptif quand vous avez bien réussi une campagne de crowdfunding que quand vous arrivez avec juste un business plan qui n'a jamais fait ses preuves. Et puis c'est aussi l'occasion, une campagne de crowdfunding, de se rapprocher de sa communauté, d'élargir aussi sa communauté de gens qui vous suivent. Si vous avez une page Facebook un peu pro, vous allez peut-être avoir des nouveaux followers sur Twitter si vous avez un compte Twitter, des médias, enfin des articles qui peuvent paraître dans les médias. Donc c'est aussi l'occasion de vous faire connaître auprès d'un public un peu nouveau. À quel moment une campagne de crowdfunding peut intervenir? À peu près à tous les moments de la vie d'un projet, aussi bien dans une phase de création, donc vous êtes complètement inconnu du grand public et vous voulez lancer un nouveau projet. Donc ça peut être tout type de projet, la publication d'un livre, la sortie d'un album de musique, une installation dans le paysage urbain, un produit, enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. On peut aussi faire intervenir une campagne de crowdfunding quand vous avez déjà une activité qui existe, qui fonctionne bien et vous avez besoin de faire des investissements supplémentaires pour que cette activité elle se poursuive. Donc je vais vous montrer quelques exemples.
Et puis on peut aussi faire intervenir le crowdfunding dans une phase de sauvetage. Donc vous êtes en difficulté économique, donc une entreprise potentiellement ou bien une association, et vous avez besoin de fonds pour renflouer les caisses et pour faire en sorte que votre librairie existe toujours, que votre marque de textile Made in France ne coule pas. Là aussi, on peut faire intervenir une campagne de crowdfunding à ce moment-là. Et donc pour illustrer ça, je vous ai mis... Alors ça c'est un exemple que j'avais mis dans ma presse, mais je voulais vous en montrer d'autres directement sur la plateforme. Là c'est un exemple qui s'appelle Solar Sound System, qui est une association qui travaille sur pas mal de projets différents, dont un espèce de triporteur qui allie sound system, énergie photovoltaïque et musculaire. Donc en gros, je ne sais pas si vous voyez en haut à gauche, il y a un petit vélo sur lequel on pédale et donc ça génère de l'énergie. En parallèle, il y a des panneaux photovoltaïques qui sont installés sur le toit du sound system et du coup, eux, ils se baladent dans plein de festivals, dans plein d'événements et du coup, ils génèrent de la musique et ça ambiance la soirée. Et ils avaient fait une campagne de crowdfunding pour financer justement une de leurs premières installations. Donc, vous voyez un extrait de la page Ulule. Ils étaient partis sur un objectif de 6 500 €, ils en ont collecté un peu plus. Et dans les contreparties, on avait plein de choses différentes. On avait la possibilité de venir faire une soirée avec le sound system, de le privatiser. Il y avait, je crois, son nom qui pouvait être gravé sur le Solar Sound System. Donc voilà, c'est le genre de projet qu'on a hyper régulièrement. Et donc je vais essayer de vous en montrer d'autres, mais je ne sais pas si sur mon ordinateur vous allez très bien voir. Alors pour ceux qui arrivent à voir, non, il n'y a peut-être pas grand monde. Je vais lever mon ordi, comme ça va vous permettre... on avait par exemple un projet d'un étudiant qui s'appelle la Student Box. Donc là, vous voyez la page projet. Il a collecté 5 000 €. L'idée, donc je vous montre un peu à quoi ressemble une page projet. Donc il y a quelques maquettes en fait. Là, on voit l'étudiant en question. Et son idée, c'était d'avoir une espèce de construction qui permette de construire sa chambre d'étudiant en quelques minutes. Donc c'est une construction dans laquelle il y a une table basse, peut-être un canapé, 2 chaises, enfin voilà, le mobilier de base pour équiper rapidement sa chambre d'étudiant. Et là, ce qui venait faire financer, c'était son prototype. Donc dans les contreparties, on ne pouvait pas récupérer le produit en question parce qu'il était encore qu'en phase de prototypage, mais dans les contreparties, il y avait des choses un peu symboliques. Il y avait la maquette je ne sais plus, je peux vous dire exactement les contreparties qu'il avait proposées. Il y avait 5 € une carte de remerciement, 25 € une reproduction d'une planche de dessin du projet encadrée et une place pour le salon d'Ecomub Design parce qu'il allait participer, il allait exposer son prototype. 50 €, il y avait le dessin original. 100 €, il y avait votre nom sera inscrit sur le prototype de la Student Box. 150 € la création en miniature de la Student Box à partir de post-it. Et 2000 € le prototype fini du canapé qui sera monté à Nice durant notre exposition. Voilà, donc ça c'est un petit projet étudiant. Je vais vous montrer d'autres choses. Là, on est sur un projet qui s'appelle la plateforme végétale, qui est à Angers, donc je ne sais pas si vous voyez très bien, qui est un lieu flottant éphémère d'expérimentation artistique et végétale. Donc ils étaient aussi sur un projet d'études, donc on voit pas forcément très bien la maquette. Du coup, ils avaient tout un volume à installer dans Angers pour pouvoir créer cette plateforme végétale. Et donc derrière, il y avait des urbanistes et des paysagistes qui construisaient ce projet. Et les contreparties, c'était des invitations à l'inauguration, c'était la possibilité de venir co-construire avec l'équipe le projet. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, j'ai mis le bal à roulettes. Donc ça, c'est un projet assez similaire au Solar Sound System. Donc il a appelé ça The Takeaway Dance Floor. Donc c'est une piste de danse transportable un peu partout. Donc on a un synthétiseur raccroché à un espèce d'endroit où on peut faire le DJ. Et tout ça raccroché à un vélo et avec du mobilier qu'on peut déplacer un peu partout. Donc voilà, ça c'était son installation, mais je ne sais pas si vous voyez très bien. Et il avait collecté un peu plus de 4 000 € pour faire financer ce petit projet. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors ça, c'était un habitat participatif à Clermont-Ferrand
qui s'appelle la Semblada. Et le but de la campagne, c'était de pouvoir financer les espaces communs de cet habitat participatif. Voilà, donc le reste du bâtiment était évidemment couvert par plein d'autres sources de financement parce que ce genre de projet, ça coûte très cher. Donc le crowdfunding, ça ne suffit pas. Mais ça vient plutôt compléter des sources de financement plus classiques. On avait aussi une caravane cinéma-atelier mobile, donc qui ressemble à ça, qui était aussi un projet d'archi. Donc un cinéma itinérant, voilà, qui était dans une sorte de caravane complètement pimpée pour l'occasion. La bibliambule, donc ça c'est une petite bibliothèque aussi itinérante. Je crois que c'est une étudiante en design, je me demande si elle n'a pas fait Strat, qui a conçu cette petite bibliothèque qui chemine un peu partout. Et donc je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une colonne bibliothèque et sur le côté, quand on déploie, on peut mettre des sortes de hamacs. Donc les gens peuvent s'installer autour du bibliambule pour bouquiner tranquillement. On a aussi beaucoup de projets de restauration de patrimoine, d'espaces. Donc on a eu par exemple des gares qui ont été complètement retapées pour en faire des espaces de street art. On a eu ça notamment à Alès. On a eu un projet qui s'appelle la Gravelotte, donc ça c'est à Nantes, c'est une petite guinguette itinérante sur les bords de la Loire à Nantes. Donc même chose, un peu le même principe que le bal à roulettes et compagnie. Une installation éphémère avec une piste de danse, de quoi diffuser de la musique. Voilà, je pourrais vous en montrer plein d'autres, mais c'est juste pour que vous ayez une petite idée des choses qu'on peut faire financer en financement participatif. N'hésitez pas si vous avez des questions, je ne sais pas si c'est clair. Ok, bon. Et Ulule, dans tout ça, c'est une plateforme de crowdfunding qui existe depuis 2010 et qui est à la fois un outil qui permet aux porteurs de projets d'héberger leur collecte, mais c'est aussi toute une équipe qui accompagne les porteurs de projets, donc je vais revenir là-dessus un peu plus tard. On a une équipe éditoriale qui travaille beaucoup à mettre en avant les projets auprès de notre communauté. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus d'1 400 000 membres inscrits. Et on a aussi tout un écosystème de partenaires, donc des marques, des médias, des collectivités, qui viennent sur la plateforme sourcer des projets, donc chercher des projets dans une thématique qui leur est chère. Donc par exemple, je vous montrais tout à l'heure la Student Box, qui est un projet niçois, et en fait qui avait été sélectionné par un partenaire qui est Nice Matin, avec qui on travaille, qui vient régulièrement chercher des projets dans la région PACA. Et du coup, ils avaient relayé le projet Student Box sur Nice Matin et ils avaient aussi abondé financièrement sur cette campagne. Donc, ils avaient mis, je crois, 1 000 € sur la collecte. Et du coup, ça avait permis à l'étudiant d'avoir non seulement de la visibilité, mais aussi un peu de financement supplémentaire. Je parlais tout à l'heure de street art. On travaille avec une plateforme qui s'appelle Radar, que vous connaissez peut-être, qui est financée par Desperados, qui est une plateforme sur tout ce qui est culture urbaine, street art, etc. Et eux, même chose, ils viennent régulièrement chercher des projets sur Ulule qui sont autour de la culture urbaine au sens très large. Et ils viennent soit apporter des financements supplémentaires, soit de la visibilité sur leur page Facebook. On fait aussi des opérations ponctuelles. On fait notamment une opération qui s'appelle Make It Happen, que Mine connaît bien. En fait, c'est une opération qu'on a montée l'année dernière avec le WOMA, donc un Fab Lab, que vous connaissez sans doute. Soon Soon Soon, qui est un média qui met en avant pas mal de projets un peu innovants, un peu futuristes, et Ulule. Et donc en fait, on a lancé un appel à projet pendant un peu plus d'1 mois, où on disait à des makers, si vous avez un projet à faire financer, déposez-le sur Ulule. Et derrière, on a sélectionné un certain nombre de projets qui ont pu faire des campagnes sur Ulule, prototyper leurs produits au Fab Lab, enfin au WOMA, et puis qui ont pu être relayés par 20 minutes, par Soon Soon Soon, enfin par tous les médias partenaires. Et cette année, on relance l'opération ce soir. Parce que la soirée de lancement, c'est ce soir. Donc si vous avez des projets un peu makers et que vous êtes en recherche de fonds, l'opération est lancée à partir de demain. Et il y a pas mal de partenaires, il y a notamment la Fondation Nature et Découverte, il y a la CAMIF qui resigne, qui eux vont plutôt intervenir dans la partie distribution. Donc une fois que vous avez prototypé, que vous avez été relayé, derrière il va falloir écouler ces produits-là. Et donc ces distributeurs-là cherchent, tu veux dire un petit mot, Mine? Non. Ah oui, SNCF Gare et Connexion, ouais, qui est partenaire cette année. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, la thématique, c'est dans les espaces un peu vacants des gares. Donc, c'est aussi un espace public. Donc,
comment on peut intervenir en espace public. Mm. Donc eux, leur intérêt n'est pas forcément de développer quelque chose de commercial, mais quelque chose qui pourra servir. Ouais. Pour prototyper. Peut-être comprendre. Ok. Ouais. Ben, on pourra vous envoyer les infos sur l'opération. Quelques chiffres juste sur Ulule, je passe rapidement, donc ça existe depuis 2010, il y a eu un peu plus de 16 600 projets financés avec succès, donc on commence à avoir pas mal de choses passées sur la plateforme. 68% de taux de succès, la plateforme est en 8 langues maintenant, parce qu'on a ajouté le catalan la semaine dernière. On est en France, en Belgique, en Espagne, en Italie et au Canada. Enfin, on a des équipes là-bas, mais on a aussi des contributeurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il y a 1 420 000 membres inscrits, donc ça fait une grosse communauté. Il y a à peu près 1500 nouveaux inscrits par jour, donc c'est une communauté qui grossit assez vite. Et donc je parlais tout à l'heure de filtres qu'on fait quand on reçoit toutes les propositions de projet. En gros, le critère numéro 1 pour qu'on accepte un projet, c'est qu'il ait une portée collective. Donc tout ce qui est financer mes études, mes vacances, mon permis de conduire, on refuse. On en reçoit tous les jours. Et on l'envoie sur une autre plateforme qui s'appelle okpal.com, qu'on a développée il y a quelques mois et qui est vraiment dédiée à des projets très perso, donc qui s'apparente un peu à ce que vous pouvez trouver sur Litchi, sur le pot commun. Sur Ulule, il faut que le projet puisse intéresser un minimum de personnes, sinon on ne l'accepte pas. Et on retrouve des projets très divers, donc on est une plateforme généraliste, donc il y a aussi bien de la culture, de l'artisanat, de la solidarité, du sport, de la technologie, enfin il y a de tout. Le statut des porteurs de projets, donc on est ouvert à tout type de porteurs de projets, aussi bien des particuliers, des assos, des entreprises, on est même ouvert à des collectivités depuis peu, parce qu'il y a un décret qui permet à des mairies ou bien des régions de faire des campagnes de crowdfunding. Et on fonctionne sur le principe du tout ou rien. Donc ça, j'en parlais tout à l'heure. Le porteur de projet se fixe un objectif. S'il ne l'atteint pas, il perd tout. D'où l'importance de bien calibrer son objectif de départ pour ne pas tout perdre. Et je vais en reparler juste après. Le fonctionnement, toujours, donc c'est assez classique. Hein, on fonctionne sur un système de commission qui est de 8% TTC uniquement en cas de réussite de la campagne. Donc c'est 5% pour Ulule et 3% pour MangoPay, qui est notre prestataire bancaire par lequel transitent les fonds. On peut activer d'autres modes de paiement, les chèques et PayPal. Et la commission, c'est typiquement le genre de choses qui s'inclut dans son objectif de collecte pour évacuer un peu ce problème, entre guillemets, et pas se retrouver une fois que la campagne est terminée avec beaucoup moins que ce dont on avait besoin. Les contreparties sont toujours symboliques ou matérielles, jamais financières. Donc par exemple sur les projets là que je vous montrais, c'est souvent assez symbolique, c'est votre nom sur le mobilier que vous avez installé, c'est l'invitation à l'inauguration, c'est la possibilité éventuellement de privatiser l'espace que vous avez conçu. Ça peut être un tote bag à l'effigie du projet, ça peut être un badge, un pins, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Et j'ai mis Ulule est un réseau social parce que tout à l'heure je disais qu'il y avait un peu plus d'1 400 000 membres. En fait, ces membres, on essaie de faire en sorte qu'il continue d'y en avoir de plus en plus, mais que cette communauté, elle vive aussi et qu'elle revienne régulièrement sur la plateforme. Donc on a de plus en plus de serial ululeurs qui sont des gens qui deviennent un peu mordus du crowdfunding et qui reviennent soutenir souvent des projets sur la plateforme. Et donc on a mis pas mal d'outils au point, à la fois en ligne et hors ligne, pour faire vivre cette communauté. Donc en ligne, on a notamment un système de badge qui permet de badger les ululeurs en sous-catégories. Donc on a les bibliophiles, les mélomanes, les grands mécènes. Donc c'est des gens qui ont une activité récurrente sur la plateforme, sur certaines thématiques. Et on peut suivre ces ululeurs, donc un peu comme sur Twitter. Il y a tout un système de recommandations. On a aussi un forum sur lequel les ululeurs peuvent échanger entre eux. Et puis, dans la vraie vie, on fait plein de choses. On fait des meet-up, donc des soirées à peu près tous les mois, où on invite les contributeurs, les porteurs de projets, les curieux, pour faire en sorte que cette communauté se rencontre. On fait des soirées de projection de courts-métrages tous les mois, où on diffuse des projets qui ont été financés sur la plateforme. On fait des marchés de créateurs, où y a des créateurs qui ont fait financer leurs créations, qui viennent les vendre. On a une boutique Ulule aussi depuis septembre, dans laquelle on vend des produits qui ont été financés sur Ulule. Donc voilà, donc on essaie aussi de faire des trucs pas que virtuellement, pour que cette communauté puisse échanger dans la vraie vie.
L'équipe Ulule, aujourd'hui on est 50 personnes et on est une dizaine en France à accompagner tous les porteurs de projets France. Donc là la slide s'affiche pas bien, mais on a tous un peu des spécificités dans l'équipe. Donc il y a des gens qui sont sur tout ce qui est geek, il y a des gens qui sont sur la musique, l'audiovisuel, la jeune création, la mode, l'agriculture, l'alimentation. Donc là, tout s'est affiché un peu en désordre, mais c'est pas grave. Et en fait, ces accompagnateurs vont être là pour vous suivre tout au long de la campagne. Donc quand vous avez un projet qui est accepté sur Ulule, donc en l'occurrence, c'est souvent moi qui fais ce filtre-là, j'affecte derrière quelqu'un de l'équipe projet qui va vous suivre avant et pendant la campagne. Donc avant la collecte, il va vous dire tout ce qui ne va pas sur votre page, les contreparties, la durée de la campagne, la présentation générale, enfin il y a sans doute des petites choses à revoir. Et une fois que cette phase de modération est terminée, on passe la page en ligne et l'accompagnateur est là pour vous dire attention, tu communiques mal sur les réseaux sociaux, tu réponds pas aux commentaires, tu postes pas de news. Voilà, il va être là pour surveiller que vous faites bien les choses. Et il est là aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc concrètement, sur une page projet, il y a toujours un petit bouton discuter avec l'équipe qui fonctionne un peu comme un système de chat. Donc vous n'êtes jamais seul à bord. Il y a toujours un accompagnateur qui est là pour vous guider si vous avez des questions, besoin de conseils, etc. Quelques chiffres aussi sur la force de Frappe Ulule. Donc je parlais tout à l'heure de la communauté qu'on essaie d'activer et de faire en sorte qu'elle revienne régulièrement pour soutenir des projets. L'équipe éditoriale a pas mal d'outils pour mettre en avant des projets. On a notamment un blog, une newsletter qui est envoyée toutes les semaines, une page Facebook et un compte Twitter et une chaîne YouTube sur lesquels on relaie tous les jours des projets qui sont en cours de campagne. Alors la slide s'affiche correctement, mais c'est pas grave. Et du coup, je vous disais tout à l'heure, on a aussi une boutique dans laquelle on vend des produits qui ont été financés sur Ulule et on expose aussi des choses qui sont en cours de campagne. Donc il y a de tout, il y a de la mode, il y a de l'alimentation, il y a de l'artisanat. Et ça permet du coup d'avoir un espace en plein Paris pour les porteurs de projets qui est mis à disposition gratuitement aussi pour faire de l'événementiel. Donc tous les jeudis soirs, on privatise l'espace et on le donne à des porteurs de projets qui veulent faire une soirée de lancement, une soirée de fin de campagne. Donc voilà. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, donc il y a tout un... J'en mets juste quelques exemples, mais on a tout un écosystème de partenaires donc, qui viennent justement sourcer régulièrement sur la plateforme des projets dans plein de thématiques différentes. Là, j'ai mis quelques-uns des partenaires. Radar, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est tout ce qui est autour de Urban Makers, donc des gens qui font du parcours, du street art, des installations urbaines. Dans les projets, Soon qui vient aussi régulièrement chercher des projets un peu innovants et qui les relaie sur leurs réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux... Les petits Frenchies qui, même chose, viennent chercher des projets un peu des jeunes créations dans la mode, dans l'alimentation et qui viennent les relayer sur leur réseau. Topito qui font chaque mois un top 10 des projets financés sur Ulule et donc là-dedans ils mêlent des choses assez extravagantes. Donc voilà, et en fait tous ces partenaires-là aident les porteurs de projets à soit avoir davantage de visibilité, soit avoir un peu plus d'argent. Préparer sa campagne, c'est la clé de succès d'une collecte réussie. C'est hyper important, avant de se lancer dans une campagne de crowdfunding, de bien réfléchir à qui sont vos cibles, comment vous allez les toucher, préparer ses supports de communication, vous préparer un rétro-planning de campagne, parce qu'une fois que la collecte démarre, vous aurez plus le temps de vous poser ce genre de questions. Et qu'il n'y a rien de magique dans le financement participatif. Donc, il ne suffit pas d'avoir une page en ligne pour que la jauge grimpe naturellement et qu'il y ait des inconnus qui se baladent et qui vous donnent 5, 10, 25, 50 euros. Ça, c'est un peu le rêve des porteurs de projets. Mais la réalité, c'est que c'est à vous d'aller chercher ces contributeurs. Et donc, c'est important de réfléchir un peu en amont sur comment vous allez faire. Donc là, j'ai mis un peu une checklist des choses à faire avant de lancer une campagne de crowdfunding. Donc c'est hyper important justement de dire mon premier cercle c'est qui, recenser les adresses mail des gens que vous allez contacter, le deuxième cercle c'est qui, le troisième cercle pour aller toucher, comment je vais faire. Donc là, si on prend l'exemple du projet à Nantes de l'installation d'une petite guinguette en bord de Loire, c'est une communication qui va être hyper locale. On va distribuer des flyers dans les environs, on va aller peut-être sensibiliser des commerçants qui sont dans les parages, on va demander à des médias locaux de relayer l'initiative.
Et ce ne sera pas la même stratégie de communication que le projet de la bibliambule, donc l'espèce de bibliothèque ambulante qui est à Paris. Elle va aller chercher plutôt une cible parisienne, des gens qui sont fans de bouquins, des associations locales qui veulent restaurer, enfin faire en sorte que les gens lisent. Donc voilà, pour chaque campagne, enfin à chaque campagne, il y a une stratégie de communication qui est différente et il n'y a pas de recette miracle. Mais du coup, ça, il faut le réfléchir un peu en amont pour pas vous retrouver le bec dans l'eau. Storytelling et implication, c'est aussi les deux ingrédients phares d'une campagne qui réussit. Le storytelling, c'est votre capacité à raconter la belle histoire autour du projet, qui vous êtes, comment vous en êtes venu là, pourquoi vous avez envie d'impliquer le grand public là-dedans. Et très honnêtement, c'est important d'avoir cette envie-là d'embarquer la foule avec vous, sinon les gens ne vont pas suivre et ne vont pas avoir envie spécialement de vous soutenir. Et la deuxième chose importante, c'est l'implication du porteur de projet. Une campagne où vous ne faites rien, c'est une campagne où il ne va rien se passer. Donc il va falloir envoyer des mails, relancer régulièrement les gens, répondre aux commentaires, remercier les contributeurs. Donc c'est un vrai boulot de com, mais en même temps c'est ça qui va vous permettre de vous créer une communauté, de fidéliser cette communauté et de faire en sorte que cette communauté, elle vous suive aussi par la suite. Rien ne vous empêche de relancer des campagnes de crowdfunding régulièrement, on a pas mal d'exemples comme ça. Mais voilà, il faut encore une fois avoir cette envie de s'impliquer, de répondre systématiquement aux gens qui vous sollicitent, de contacter des médias, d'assister à des événements. Et voilà. Bien calculer son objectif financier. Alors ça, c'est hyper important de ne pas se planter dans l'objectif qu'on détermine. Sur Ulule, on a deux modes de collecte. Donc soit un mode en objectif financier, j'ai besoin de 10 000 € par exemple. Soit on part sur un objectif pré-vente, et dans ce cas-là, on est vraiment sur une logique de pré-vente pure et dure. Donc j'ai mis un exemple avec Panafrica, qui est une petite marque de chaussures qui est faite avec du wax ou de la wax, je ne sais jamais comment on dit, qui est un tissu africain. Donc eux, c'était un collectif c'était 3 jeunes qui sortaient d'école et qui avaient envie de lancer cette paire de chaussures. Mais avant de se lancer dans la commercialisation, dans l'industrialisation du projet, ils ont commencé par faire une campagne de crowdfunding pour s'assurer qu'il y avait un marché potentiel pour leur projet. Et c'est le cas, puisque sur un objectif de 200 préventes, ils en ont fait 1970, donc c'est un peu plus de 150 000 € collectés. Et du coup, ça leur a permis de valider leur idée et de se dire, ok, je sais qu'il faut que je lance au moins 2000 paires de chaussures parce que j'ai 2000 personnes qui ont précommandé ça sur Ulule. Et évidemment, pendant la campagne, étant donné que ça a super bien marché, il y a plein de médias qui se sont intéressés à ce projet, il y a plein de distributeurs qui les ont contactés en leur disant, mais attendez, nous on est partants pour vous commercialiser dans notre boutique. Et donc du coup, ça a vraiment permis de lancer cette marque de chaussures qui aujourd'hui existe et est commercialisée dans pas mal de points de vente. Ça a permis aussi d'aller faire effet de levier beaucoup plus facilement auprès des banquiers, parce qu'encore une fois, quand vous arrivez devant un banquier et que vous lui dites j'ai 150 000 € pour lancer ma première production et j'ai 1970 personnes qui ont contribué alors que le produit n'est même pas sorti, forcément ça fait réagir le banquier. L'objectif de campagne, pour bien le calibrer, c'est important de garder en tête 3 choses. On fonctionne sur le principe du tout ou rien, donc il vaut mieux partir toujours sur le montant minimum requis plutôt que sur la somme idéale. Globalement, c'est beaucoup plus simple de dépasser son objectif que de l'atteindre. Vous arriverez beaucoup plus facilement à raconter la belle histoire quand vous êtes à 100%, que ça cartonne et qu'il y a plein de monde, que quand la collecte est encore à 10%, qu'il n'y a pas grand monde et qu'on sent que ça rame un peu. Donc il vaut mieux fonctionner par palier de dépassement et se dire, à 5 000 €, ça me permet de sortir la bibliambule dans sa version un peu basique. Mais si on a 7 000 €, je pourrais rajouter 3 hamacs supplémentaires. Si j'ai 10 000 €, je pourrais rajouter un sound system intégré à la bibliambule. Si j'ai 15 000 €, je pourrais faire une tournée de toute la France avec la bibliambule. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Mais les meilleures campagnes, c'est toujours des collectes qui partent d'un objectif pas trop élevé et qui l'atteignent très rapidement.
Le record aujourd'hui qui a été fait sur Ulule, c'est une web série qui s'appelle Noob, qui est un truc hyper geek, que certains connaissent peut-être, qui avait fait une campagne il y a 3 ans et demi, et ils étaient partis sur un objectif de 35 000 € qu'ils ont fait en 10 heures, et ils ont fini à 680 000 €. Et s'ils étaient partis d'emblée sur un objectif à 680 000 €, ils n'auraient jamais réussi à raconter la même histoire que là, en ayant réussi à faire exploser les compteurs super rapidement. Donc partez toujours sur le montant minimum, gardez en tête que votre premier cercle, donc tout ce qui est amis, famille, proches, c'est à peu près 30% de l'objectif. Donc sur un objectif à 10 000 €, la question à se poser c'est est-ce que rien qu'avec mon réseau proche, je vais être en capacité d'aller chercher assez facilement 3 000 €. Et puis la dernière chose, c'est la contribution moyenne qui est de 50 €. Et donc ça, vous faites une petite division et ça vous donne le nombre de contributeurs à trouver. Et derrière, à vous de savoir si ça vous semble jouable d'aller chercher 50, 100, 200 contributeurs. Voilà. La collecte moyenne, c'est 4 500 €, 90 contributeurs, et la contribution moyenne, c'est 50 €. Donc il y a plein de collectes à 100 000 €, c'est souvent les trucs qu'on voit le plus, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi plein de campagnes beaucoup plus petites, à 1 000, 2 000 €, 3 000 €, voilà. Dans la partie le financement, c'est important justement d'être le plus précis possible et d'expliquer bien quel est votre besoin de financement et comment vous allez allouer les fonds collectés. Donc là, j'ai mis quelques exemples de capture d'écran. Là, on est sur l'enregistrement d'un album, donc il y a 5 000 € de studio, 4 000 € de pressage, etc., etc. Une chose importante, c'est aussi de bien travailler son univers visuel. La campagne de crowdfunding, enfin votre page projet, c'est votre vitrine, donc il faut faire en sorte que cette page, elle soit jolie, pas trop longue, pas trop courte, et que vous ayez à la fois des visuels et du texte pour que les gens aient envie de contribuer. Donc on est sur Internet et globalement les gens passent vite d'un truc à l'autre. Donc il faut essayer d'être le plus accrocheur possible avec un titre, un sous-titre efficace, une image principale sympa et puis derrière une description pas trop longue. Les contreparties, donc ça c'est obligatoire, vous êtes obligé de proposer des contreparties. Donc ça peut être de 3 ordres différents, matériel, symbolique ou de l'ordre de l'expérience, des invitations à venir avec vous co-construire l'installation, la possibilité de venir dans un Fab Lab, vous initier à l'impression 3D, enfin voilà, on peut imaginer plein de trucs différents. Mais ce qui est c'est qu'il y ait des contreparties un peu pour tous les budgets, et notamment les plus petits. Une campagne de crowdfunding qui est réussie, c'est avant tout beaucoup de monde qui donne des petites sommes. Donc c'est important d'avoir des contreparties à 5, 10, 25, 50 €. C'est ça les contreparties les plus choisies. Et puis après, on peut imaginer des contreparties à 100, à 150, à 200 €, mais qui vont être beaucoup moins prises. Et donc il vaut mieux rendre les petits paliers les plus attractifs possibles parce que c'est eux qui fonctionnent le mieux. J'ai presque fini. Non ? Tu veux... Non, c'est parce que comme ça, il y a plus de temps. Ok, ouais, ok. Bah, je suis en train de finir. Juste pour vous dire, donc une fois que la collecte est lancée, c'est important de respecter ces fameux 3 cercles. Donc on commence par mobiliser son premier, puis son deuxième, puis son troisième cercle. Et pour chacun de ces cercles, on ne va pas communiquer de la même manière. Au début, on va être sur une communication super personnalisée auprès de ses proches, avec des mails très personnalisés, des messages privés sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que vous allez réussir à les impliquer. On peut évidemment organiser une soirée de lancement où on invite justement ce premier cercle pour les sensibiliser de vive voix à la campagne. Et puis une fois qu'on a atteint les 30%, là on peut aller sur du plus grand public et notamment sur les réseaux sociaux, aller chercher des médias, etc. Mais le but, c'est de surtout pas griller les étapes. Parce que si vous faites venir un inconnu sur une page où il n'y a personne, ça ne transformera pas. Donc je passe un peu rapidement. Et puis une fois que la campagne est terminée, il faut évidemment ne pas rompre le lien que vous avez établi avec les contributeurs. C'est des gens qui vous ont fait confiance, c'est des gens qui ont cru en votre projet. Donc il faut un peu les bichonner et les tenir au courant de l'évolution du projet, quand est-ce que vous allez envoyer les contreparties, où en est le projet, où en est l'équipe, etc. Donc voilà, vous pouvez continuer à poster des news sur la page Ulule pour justement maintenir ce lien-là avec les contributeurs. Et puis juste pour terminer, une petite slide sur les choses à faire et à ne pas faire. Donc les choses à faire, se préparer, parler du projet autour de soi avant de lancer sa campagne. Et ça, c'est hyper important parce que c'est aussi comme ça que vous allez potentiellement avoir des gens qui vont vous dire « Mais attends, les contreparties à 5 €, à 25 €, moi je la trouve nulle. Ton projet, je comprends pas très bien. » Donc c'est aussi ce qui va vous permettre de rectifier le tir.
Valoriser vos contributeurs, avoir toujours une attitude positive et jamais tomber dans le côté quémandeur. Enfin, on ne fait pas la manche quand on fait une campagne de crowdfunding. On est là pour mettre en avant son projet, mettre en avant sa motivation, l'équipe, les contreparties qu'on propose. Et c'est ça qui va motiver les contributeurs à donner, plus que le côté c'est horrible, il me manque 2000 €, j'y arriverai jamais. Voilà, ça, c'est pas du tout vendeur. N'allez pas trop vite sur les réseaux sociaux. Ça, c'est souvent le mauvais réflexe des porteurs de projets. C'est vite, 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 ma collecte en ligne, donc je la balance à tout le monde sur tous mes canaux. Si vous allez trop vite sur les réseaux sociaux, le risque, c'est que votre page projet soit encore à un niveau de jauge très faible et que toutes les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux vous connaissent pas forcément très bien personnellement et jamais entendu parler du projet et donc arrivent sur un truc qui n'est pas du tout crédible, donc ça ne transformera pas. N'oubliez pas votre projet. Une campagne, ça s'anime, donc il faut régulièrement poster du contenu, relancer les gens, remercier les contributeurs, répondre aux commentaires. Sinon, ça risque de sombrer dans l'oubli. Et puis, j'avais peut-être mis une annexe avec plein de projets différents, mais je ne l'ai pas ici, donc j'aurais pu vous en montrer à l'écran, mais c'est pas grave, j'ai pas Internet. Voilà, donc là j'ai essayé de vous expliquer assez rapidement comment ça fonctionnait et quels étaient un peu les ingrédients d'une campagne réussie. Je ne sais pas si vous avez des questions, si ça répond à vos attentes. Simine, tu veux me faire réagir sur des trucs? Ok. Allez-y. Moi, je voulais savoir s'il y avait une moyenne d'âge particulière qui donnait plus qu'une autre. Alors ça, c'est des calculs qu'on a fait. Globalement, les contributeurs les plus importants, c'est ceux, je crois, entre 30 et 45 ans. En fait, c'est des gens qui ont un salaire, qui commencent à gagner leur vie. Donc, le fantasme de le crowdfunding, c'est un truc de jeunes, c'est pas du tout vrai. Les financeurs, c'est avant tout des gens qui ont un peu de sous. Côté porteur de projet, il y a vraiment de tout. Ça va de l'étudiant qui fait son premier court-métrage à un auteur de 60 ans qui sort son Xème livre. Donc là-dessus, il n'y a pas de moyenne d'âge de porteur de projet. Je veux savoir aussi, par exemple, on parlait d'installer du mobilier urbain ou Ouais. des choses comme ça. C'est des projets où il y a qui sont assez normés ou avec des règles de sécurité. Par exemple, à la puissance publique, est-ce que vous faites attention à ça? Est-ce qu'il y aurait Pas du tout. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir le risque qu'un projet soit financé et que Ouais. la personne n'ait pas d'autorisation ou utiliser les mauvais matériaux? Ouais, alors nous, c'est pas du tout notre boulot justement d'être dans ce genre enfin, on sait pas faire, on connaît pas, donc c'est vraiment la responsabilité du porteur de projet. Après, ce qui est hyper important justement quand on lance une campagne de crowdfunding, c'est de s'assurer qu'on va être en mesure, si on atteint son objectif, de délivrer les contreparties promises, de réaliser la promesse qu'on fait sur la page projet. Donc si on n'est pas en mesure de le faire, légalement, normalement, il faut rembourser tous ces contributeurs ou bien trouver une petite compensation avec des contreparties alternatives. C'est pas votre responsabilité? Non, c'est pas notre responsabilité. Mais ouais, c'est une bonne question. Ouais. Est-ce que vous faites l'articulation si par exemple il y a un prototype qui est financé et que la personne veut passer à l'industrialisation, elle en a les moyens, est-ce que vous faites l'articulation entre le maker et l'entreprise par exemple? Alors, il y a des projets qui viennent financer le prototype. La Box, c'est le cas. Et il y a des projets qui ont déjà le prototype et qui viennent financer l'industrialisation. On avait notamment un projet qui s'appelle l'UNI, L-U-N-2-I, qui est une petite boîte pour les enfants, sur lequel l'enfant paramètre un personnage, un lieu et un accessoire, donc la sorcière dans les bois avec une hache, et derrière ça sort un conte. Donc il y a plein de contes qui sont enregistrés dans cette petite conteuse, et eux avaient un prototype qui était fonctionnel, et ils sont allés chercher 40 000 € pour lancer la première série. Mais c'est pas nous qui venons les chercher quand leur prototype est terminé en leur disant là maintenant faites une campagne pour l'industrialisation. Après, dans le cadre de Make It Happen, c'est un peu l'idée en fait. Enfin, je sais pas parce que moi aujourd'hui j'ai pas trop de visibilité sur qui Bloom ou des projets comme ça, tu vois, à quel stade ils en sont. Là pour le coup c'était un partenaire qui est la Camif, Ouais. qui avait tout un réseau en fait de fabricants et avec une posture de distributeur. Et là il y a Nature et Découverte qui viennent aussi, qui ont leur propre fabricant. Donc, alors, dans le cas de Mini, eux, ils sont allés chercher leur propre industrie. Et en fait, c'est le rôle, il ne faut pas confondre le rôle. Oui. Oui. Effectivement, Bibu, c'est un rôle justement de financement. Ils ont un réseau, c'est-à-dire que si
demain il y a besoin d'industrialiser, ils ont plein de gens qui connaissent, mais si ils n'ont pas proposé de facto l'industrialisation. Voilà. Ouais. En fait, on essaie de travailler, de travailler avec de plus en plus de réseaux justement qui peuvent prendre le relais une fois que la campagne est terminée. Donc là, par exemple, des distributeurs comme Nature et Découverte, comme la Camif. Dans la mode, enfin pas que dans la mode d'ailleurs, on vient de signer un truc avec La Redoute. Donc eux viennent sourcer des projets qui ont été financés sur Ulule et les vendent maintenant sur La Redoute. Donc il y a de l'alimentation, de la mode, des accessoires, de l'artisanat. Et du coup, on essaie de plus en plus de travailler avec ce genre de réseau pour faire en sorte que l'expérience Ulule, elle se prolonge même une fois que la campagne est terminée. Donc c'est aussi à travers la boutique, typiquement, on met à disposition un espace de vente. Mais c'est vrai que c'est pas notre métier premier. On essaie d'avancer là-dessus, mais voilà. Ouais. Moi, je me demandais si c'est une forme de protection des porteurs de projets, dans le sens où j'imagine qu'éventuellement, il peut y avoir des vols d'idées qui ne sont pas brevetées forcément. Ouais. Alors ça aussi, c'est pas du tout notre responsabilité. À partir du moment où vous avez une collecte sur Ulule, ça devient public, enfin tout le monde peut le voir. Donc vous vous exposez à des gens qui vont peut-être se dire, je vais faire la même chose. Donc à vous de vous protéger si vous estimez qu'il faut, que voilà, vous avez un truc complètement révolutionnaire. Après, l'idée, c'est d'arriver sur Ulule quand justement vous avez une longueur d'avance. Et très honnêtement, des bonnes idées, tout le monde en a. Après, la différence, elle va se faire sur l'exécution. Donc, pour vous donner un exemple très concret, on a eu un projet de casque de vélo pliable. Je pense que il y a peut-être plein de gens qui ont déjà eu cette idée de faire un casque de vélo pliable. Et donc c'est une marque, une boîte qui s'appelle Overaid. Et quand ils sont arrivés sur Ulule, ils avaient un prototype qu'ils avaient développé depuis 2 ans. Ils avaient déposé un brevet. Ils avaient toute leur chaîne d'industriels pour pouvoir lancer la production. Et donc quand ils ont lancé la collecte, peut-être que ça a inspiré plein d'autres gens qui se sont dit mais génial, moi aussi je vais faire un casque de vélo pliable. Sauf qu'en fait pour rattraper la longueur d'avance qu'avait pris Overaid, parce que ça faisait 2 ans qu'ils bossaient justement sur ce projet, en fait, ils n'auraient jamais pu les rattraper aussi rapidement. Et en fait, tant mieux si votre projet inspire plein d'autres mondes. Et c'est plutôt bon signe en fait, de voir qu'il y a déjà eu des projets similaires aux siens ou qu'il y en a d'autres qui sont en cours de développement parce que ça veut dire qu'il y a un marché ou en tout cas qu'il y a un intérêt, quoi. Donc j'ai pas mal de porteurs de projets qui viennent me voir en me disant j'ai une invention révolutionnaire, je peux pas vous en parler, c'est top secret. Et je leur dis en fait c'est trop tôt pour faire une campagne dans ce cas-là, parce que si vous avez cette peur de vous faire piquer l'idée, c'est que vous en êtes encore trop au stade de l'idée justement. Et quand on vient faire une campagne de crowdfunding, on a un peu dépassé le stade de l'idée et on est déjà dans une phase où on a un prototype, où on a un peu avancé sur la fabrication. Donc voilà. Mais effectivement, vous n'êtes pas protégé, en tout cas par Ulule, si on vous pique l'idée.